Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Epsilon France. L'objectif aujourd'hui, c'est d'évoquer avec vous les moyens de reprendre la parole suite à ce contexte quand même très particulier, inédit, cette crise qui est en train d'arriver, et de voir effectivement comment reprendre la parole, quelles sont les erreurs à éviter et comment baser tout ça sur la data, bien évidemment. Je me présente rapidement. Donc, je suis Yann Clayssen, je suis exécutive vice-président de Epsilon France avec Laure Debos et Sylvain Bélier. Je suis là avec vous pour animer ce webinaire pendant à peu près 45 minutes. Voilà. Donc, je vais vous présenter vraiment très, très rapidement Epsilon pour ceux qui n'auraient pas la chance de nous connaître. Epsilon est un des leaders du data marketing en France. C'est une société du groupe Publicis qui comprend 750 experts dédiés vraiment à l'exploitation de la data pour le marketing, la communication et la publicité. C'est le résultat en définitive de la fusion de trois entités spécialisées dans la data qui étaient déjà au cœur de Publicis depuis quelques temps, à savoir la société Soft Computing acquise par Publicis il y a maintenant 1 an. Soft Computing, un des leaders de l'exploitation de la data dans le marketing et la communication. Publicis ETO, qui avait été racheté par Publicis il y a maintenant 5 ans. Et enfin, Data Science, qui est l'entité spécialisée sur la data média au cœur de Publicis Media. Voilà. Ces trois entités ont été fusionnées l'année dernière et on a lancé donc la marque Epsilon France en octobre dernier, suite notamment au rachat aux États-Unis par Publicis du leader mondial du CRM et de la data, Epsilon. Voilà, je vais pas en dire plus. L'idée, c'est surtout de pouvoir échanger avec vous pendant ces 45 minutes. Donc, l'idée, c'est que ce soit interactif. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions. Pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser Zoom, vous avez en bas un petit onglet Q&A, questions et réponses. Donc, vous pouvez nous poser des questions. L'idée, c'est vraiment de ne pas hésiter. Surtout qu'on a un invité très intéressant qui pourra partager pas mal de choses avec vous. On a des petits sondages aussi, vous allez voir, qui vont apparaître. Donc, n'hésitez pas à répondre. Ce sera intéressant de voir vos retours par rapport à certaines des questions. Il y aura un replay qui sera disponible si jamais vous n'avez pas l'occasion de pouvoir rester jusqu'à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas. Et enfin, n'hésitez pas à interagir en temps réel, notamment sur Twitter au travers de notre adresse ici, Epsilon Data Marketing. Voilà. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir effectivement deux invités. Un premier invité qui est Thomas Rudel de Carrefour, qui s'occupe des réseaux sociaux. Je le laisserai se présenter plus en détail juste après. Et puis Nicolas André, qui est directeur du planning stratégique et notamment du data planning chez Epsilon, ici en France. Alors, je vous propose voilà, d'introduire Thomas. Thomas, bonjour. Bonjour Yann, Comment ravi vas-tu? d'être avec vous ce matin. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter peut-être un petit peu plus en détail? Ouais, très rapidement, moi je travaille chez Carrefour que j'ai rejoint depuis un petit peu plus d'1 an, où je m'occupe de tout ce qui est, social media, d'un point de vue plutôt, publicitaire. Mais c'est vrai que le social media c'est assez vaste parce que pour bien communiquer auprès de ses clients, il faut d'abord les écouter et puis du coup, c'est aussi pour ça que j'ai une brique, digital care, social care, parce que quand on est une marque comme Carrefour, les gens s'attendent pas forcément à ce qu'on fasse la bonne blague, mais, à ce qu'on résolve leurs problème sur un moment de vie très spécifique et très factuel qui est faire les courses rapidement et facilement avec les bons produits au bon prix. C'est clair. Alors justement, donc, comme je le disais tout à l'heure, on vit quand même on vit une crise absolument exceptionnelle, qui a d'abord été une crise sanitaire, qui maintenant va sans doute dériver vers une crise économique, voire une crise peut-être un peu sociale. Pendant notamment toute cette durée pendant laquelle on a été tous confinés chez nous, évidemment, Carrefour était en première ligne
comment vous avez géré en définitive cette crise au niveau du marketing et de la communication? Comment vous avez réussi à garder le lien avec vos clients et avec quel dispositif, quelle mécanique? Pour commencer, peut-être, quels outils ou comment vous avez utilisé effectivement différents dispositifs marketing pour être à l'écoute de vos clients? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Ouais, plus mais par rapport à ça? alors peut-être pour rebrosser le contexte, on est il y a pas si longtemps que ça, hein, mais on est quand même en mars. Et rappelez-vous, même si la télé fonctionnait, on est sur beaucoup d'annonceurs, dont nous, qui décident de reporter leur prise de parole en télévision, mais on n'est pas les seuls. Des choses aussi bêtes que le catalogue papier sont pas distribués. Ça peut paraître bête, peut-être qu'on est, enfin, j'imagine qu'on est sur une audience de marketeurs et de professionnels du digital qui sont peut-être peu sensible aux médias catalogue papier, mais pour une entité comme Carrefour, c'est impressionnant. Du coup, il nous restait vraiment deux médias principaux, l'un digital, l'autre moins, qui sont la radio d'un côté, donc médias offline, mais médias réactifs s'il en est, et puis effectivement les réseaux sociaux, parce que on se retrouve sur une période de confinement avec des personnes, bon, écoute, la radio, c'est moins mon sujet, mais passent énormément de temps. Les Facebook notamment a sorti ces statistiques il y a quelques semaines. Ils se sont retrouvés, si je prends WhatsApp, le chiffre qui me revient en tête, sur les Français qui utilisaient WhatsApp au début du confinement dans les 3 premières semaines, comme ils l'ont utilisé pour les fêtes de fin d'année pour se souhaiter une nouvelle année. Donc en termes d'impact. Et ensuite, en termes d'outils, avec comment est-ce que ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on utilisait? D'un côté, les business managers, les outils natifs de ces plateformes sociales, de ces grosses plateformes sociales pour surveiller les choses, prendre le pouls. Et puis, on a aussi des outils de veille et d'écoute sociale. Je pense à Linkfluence, avec nous, notre agence au sein du groupe Publicis Everyday Content, qui nous a suggéré assez rapidement évidemment, on avait de l'écoute sociale, évidemment, on tirait des insights en général. Vous vous doutez qu'une entreprise comme Publicis était équipée, c'était comme Carrefour était équipée. Le sujet, c'était est-ce qu'une écoute tous les 15 jours, toutes les 3 semaines était le bon timing? Non, on a convenu que le bon niveau d'écoute et le bon niveau de reporting, c'était à la journée. C'était toutes les 24 heures, avoir des remontées. Et c'était intéressant de voir que se mettre à, je ne vais pas dire changer de logiciel, les logiciels, on les avait. C'est juste paramétrer les logiciels et ce qu'on en faisait différemment pour se dire finalement on est sur quelque chose de nouveau, quelque chose de très mouvant et un sujet c'est de s'adapter très vite. Là où en revanche on avait peut-être un léger temps d'avance, c'est qu'au sein du groupe Carrefour, on a des pays comme Taïwan et également comme l'Italie qui, par rapport au Covid, ont eu un petit peu d'avance sur nous et pouvaient nous donner plus d'informations. Donc, il y avait aussi du partage entre pays au sein du groupe Publicis sur ce qui allait se passer. Donc, on avait au sein du groupe Carrefour sur ce qui allait se passer, pardon. Donc, on avait un très léger temps d'avance. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous synthétiser quelques insights qui ont émergé justement de cette écoute? Est-ce qu'il y avait des craintes particulières? Est-ce qu'il y avait des enjeux particuliers ou des attentes particulières que Oui, les clients ont? effectivement, on s'est retrouvé avec notamment ces enjeux qui restent extrêmement forts, mais qui sont montés très très fort au début du Covid. Alors, du côté du online. Alors, chez Carrefour, le online, on pense souvent à la livraison à domicile, mais le gros du online, c'est le drive, hein, le fait d'aller avec son véhicule se rendre dans son Carrefour et récupérer ses courses. Alors, sur ces activités-là, parce qu'il n'y avait pas de contact, parce que on pouvait pour le coup se faire livrer à domicile ou aller chercher juste les courses dont on avait besoin, on a été sur une multiplication de la demande de l'ordre de 7 à 8. Donc en termes d'insight, ça paraît bête, évidemment les chiffres on les avait, mais comme vous pouvez vous imaginer, pour les commerçants qui sont autour de cette table, avoir 7 ou 8 fois plus de demandes de clients, il y a un moment donné où on se retrouve avec une difficulté à l'absorber. On se retrouve aussi avec des
des clients qui nous expriment des difficultés, qui nous donnent des axes d'optimisation, qui nous disent vous faites bien, vous faites moins bien, et qui nous poussent notamment à vraiment surveiller ça comme le lait sur le feu, la qualité de la livraison, et aussi à se dire de l'autre côté, il va falloir essayer de pousser et d'aider nos magasins qui, eux, on le voyait et on l'écoutait, souffrent radicalement. C'est-à-dire que derrière le fait de j'adore le e-commerce, je veux du e-commerce, c'était pas uniquement j'adore, mais surtout je n'ai pas envie, je ne souhaite pas me rendre en magasin, en particulier en hypermarché. Donc on avait aussi un sujet qui était de se dire par rapport à nos clients qui craignent, parce que je rappelle qu'au début, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, d'un point de vue sanitaire, on savait peu de choses. Donc avec vraiment des messages extrêmement forts sur le paiement sans contact, de communiquer sur le paiement sans contact, parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment un je ne veux toucher le moins de choses possible. Avec les gestes barrières, évidemment, on les a appliqués, mais le tout, c'était pas seulement de le dire, c'est qu'on sentait que chez nos prospects et nos clients, c'était un élément extrêmement important, rassurant. Et puis aussi un élément, oui, on avait la chance d'être ouvert, mais on avait aussi un sujet et un devoir citoyen de pas forcément communiquer sur de la promo de façon directe, de façon puissante, mais d'essayer aussi d'être au service de nos clients et d'être dans une mission, je ne vais pas dire de service public, mais on est quasiment là-dessus, de nourrir les gens et donc du coup de faire extrêmement attention aux messages qu'on donnait. Voilà ce que je peux donner comme premiers insights. Donc, si je devais schématiser, d'un côté, le digital qui explose tout, qui nous donne un insight fort finalement, c'est que les gens ne veulent pas se rendre en magasin, surtout sur les plus gros, surtout sur les hypermarchés. On a eu la chance, nos magasins de proximité, je pense au Proxy, et également dans une moindre mesure au Carrefour Market, au supermarché, ont eu la chance d'avoir un pic de fréquentation. En revanche, nos hypermarchés, un vrai sujet de réassurance, de rassurance et de bien expliquer qu'on respectait les gestes barrières. Avec Yann, tu me le demandais, mais avec pas 50 façons de le communiquer, la radio et les réseaux sociaux principalement. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez modifié dans la relation avec vos clients en termes de rythme, de ton, dans le contenu même de vos messages? Enfin, qu'est-ce qui a changé entre avant et puis cette période de confinement, voire derrière, on en reparlera tout à l'heure, hein, sur le déconfinement? Alors, au tout début, on s'est retrouvé avec quelque chose de complètement étonnant, c'est que la communication sur les réseaux sociaux de façon organique, je précise organique pour ceux qui ne seraient pas spécialistes du sujet, mais sans payer pour faire de la pub. D'habitude, pour être vu, une marque comme Carrefour, on n'est pas Rihanna ou Beyoncé. Malheureusement, il faut qu'on paye pour être vu. Et les gens passaient tellement de temps sur les réseaux sociaux et beaucoup d'annonceurs communiquant nettement moins, notamment parce qu'ils ne pouvaient pas nécessairement vendre, qu'ils étaient fermés. Du coup, on s'est retrouvé avec une communication qui marchait extrêmement fort sans avoir besoin de la sponsoriser pendant, je dirais, les 3 premières semaines. Avec aussi des éléments, c'est que plus on était simple, plus on était concret, plus on était dans le vivre ensemble, dans les gestes de solidarité, dans le soutien qu'on pouvait apporter aux hôpitaux notamment, dans le soutien qu'on pouvait apporter aux chauffeurs de poids lourds qui sont restés mobilisés pour nous livrer. Enfin, je pense à ces 2 exemples-là. On avait des communications qui portaient extrêmement fort, extrêmement rapidement. Donc, on a vraiment eu quelque chose qui a changé la donne. En termes de relations clients, un point important qui, je pense aussi, a beaucoup aidé l'entreprise à bouger et à se transformer. Face à un tel afflux de demandes, qui n'est pas que sur les réseaux sociaux, vous vous en doutez, hein, qui est sur tous les canaux, mais notamment sur les réseaux sociaux, on a, de mémoire, ces 150 collaborateurs dans l'entreprise qui étaient à différents types de fonctions, donc au digital, au marketing, différents endroits dans l'entreprise, à qui on a demandé, et je les remercie de l'avoir fait, qui se sont mobilisés au téléphone, sur les réseaux sociaux, par mail, pour répondre aux clients.
pour répondre aux clients, à mes yeux, ça a changé la donne parce qu'on s'est retrouvé avec le client, c'est le client qui nous fait vivre, comme tous autour dans cette conférence. Mais là, on s'est retrouvé à le toucher du doigt, à le vivre concrètement et à voir à quel point le fait de ne pas pouvoir commander en online, le fait d'avoir une semaine avant de sa première commande, le fait d'avoir des gens qui nous disent mais moi je suis dans une situation sensible par rapport à des antécédents de santé, par rapport au Covid et du coup la livraison ça devient prioritaire pour moi, à se dire le rôle de Carrefour, cette fameuse raison d'être qui parfois on se dit bon la raison d'être c'est du marketing. Non, la raison d'être c'est pas forcément du marketing quand vous êtes en charge de nourrir la population et que ça devient un besoin vital. Donc ça a vraiment changé radicalement la donne, je pense, à avoir tout un tas de personnes qui au quotidien ne travaillent pas sur la relation client, qui se retrouvent à faire de la relation client. Le client qui était quand on est au siège à Massy, je peux le comprendre, le client, c'est un peu abstrait. C'est plus abstrait que quand on est à la caisse, que quand on est au rayon fromage ou au rayon boulangerie. Néanmoins, là, ça devient assez concret avec répondre aux clients sur les réseaux sociaux, en digital ou au téléphone. D'accord. Et alors, justement, en termes de canaux prioritaires d'interaction avec vos clients, tu as évoqué la radio, qui est plutôt un média, on va dire, publicitaire. Hein. Il y a un petit peu moins d'interactivité, voire pas du tout. Par contre, les réseaux sociaux ont joué un rôle qui a été apparemment très structurant. Donc, de quels médias sociaux parle-t-on et voilà, quelle a été en définitive votre manière d'appréhender les choses par rapport à l'exploitation de ces réseaux sociaux? Alors, déjà, ce qui était très important, c'est de l'expliquer à quel point la veille et l'écoute sociale rebranchée, réorientée sur un tempo, pas à la quinzaine au mois, mais vraiment à la journée, parce que je rappelle que dans les 3 premières semaines, on était sur des sujets qui montaient, des sujets qui descendaient, des annonces gouvernementales avec est-ce qu'on va confiner? Oui, non, je rappelle. Puis tout d'un coup, on confine, puis tout d'un coup, on déconfine, puis on déconfine pour certains métiers, puis on change les horaires d'ouverture. Donc, il y avait vraiment des éléments importants d'écoute et de ce que nous disent nos clients, où est-ce qu'il y a des rushs, où est-ce qu'il n'y a pas des rushs. Donc il y avait vraiment un côté l'écoute au service de la communication. On a eu aussi malheureusement des décès au sein de l'entreprise sur lesquels il a fallu, il a nous été important de communiquer notre solidarité par rapport à nos collaborateurs, par rapport à nos clients, donc des éléments importants de communication, de se dire comment est-ce que voilà, qu'est-ce qui prend. Donc ce côté écoute était à mes yeux très important. Écoute pour communiquer. Et là, ce qui a été important, c'est de travailler avec notre agence Everyday Content, vraiment des sujets de templatisation, c'est-à-dire de se dire on va se prendre, mais comme on pourrait le faire en règle générale pour de la communication, mais de se dire on est dans le cadre du Covid, on a 4 ou 5 thématiques de communication qu'on souhaite adresser, on crée des templates et ça nous permet ensuite d'avoir juste à, notamment par rapport à des actualités très chaudes, de se dire je ne peux pas passer une semaine en création. J'ai un template principal réalisé, qui est un template simple, hein, j'en convient, qui est un template animé, qui doit pouvoir être animé en vidéo parce que quels réseaux sociaux on a utilisé? Facebook, Instagram, YouTube dans une YouTube également. Et du coup, vraiment, et également un petit peu Twitter, on est vraiment du coup là-dessus de se dire faut des templates prêts en main, des templates simples, des templates sur lesquels on peut faire passer 1, 2, 3, 4, 5, 10 messages, 4 ou 5 familles. Et ça a été, nous, dans les 15 premiers jours, de valider ces templates sur est-ce qu'on parle sur le prix, est-ce qu'on parle sur les gestes barrières, est-ce qu'on parle sur la mise en avant ou le remerciement de nos collaborateurs. Voilà pour les thématiques que je peux donner d'un point de vue grande thématique. Et puis, il y en a eu une autre qui était aussi importante, qui a été la messagerie instantanée. Je vais vous expliquer pourquoi. On s'est retrouvé, je l'ai évoqué en début de conférence, mais nous, c'était structurant, c'était que on imprime chaque année un nombre très important, et vous le savez, vous les voyez peut-être dans vos boîtes aux lettres, ou vous en entendez peut-être parler. Vous n'êtes peut-être pas client de ça, mais beaucoup de Français sont clients. Ce sont les catalogues.
les catalogues papier, à la différence près que pendant le Covid, on ne pouvait pas en imprimer. Et pour nos clients, on sentait que c'était structurant de parlez-nous de promo, parlez-nous des offres. Ok, vous faites des communications Facebook pour le savoir. On a fait pas mal l'asperge à prix coûtant, les fraises à prix coûtant. Ok, mais nos clients, ils sont habitués à avoir 10, 15, 20, 50, 60 pages de catalogue qui vont nous raconter toutes les promos qu'il va y avoir cette semaine ou dans la prochaine quinzaine dans leur magasin préféré. On avait nos collègues brésiliens qui avaient digitalisé ce catalogue sur WhatsApp. On avait fait des expérimentations dans l'hiver de le digitaliser chez nous sur Facebook Messenger. Et le Covid nous a permis de nous dire, en fait, par rapport à ce qui se passe, les catalogues papier, ils ne sont pas imprimés. La promo, c'est important et nos hypermarchés, il faut le soutenir. Donc, comment ça s'est passé et, en termes de mécanique? On fait de la pub sur Facebook autour des zones de chalandise de nos hypermarchés. On a commencé en test par 60 hypermarchés et on a scalé pendant le Covid autour de nos 220 hypermarchés. On fait de la pub sur Coucou, on propose le catalogue de Pâques, le catalogue de l'Ascension, le catalogue de la Pentecôte, le catalogue des vacances. Et le client clique, il est redirigé dans Messenger et il reçoit son catalogue au format PDF. Ça paraît bête, vous allez me dire ce n'est pas révolutionnaire. Non, ce n'est pas révolutionnaire, mais nous, c'était un moyen important de distribuer massivement un média qui est très important pour nos clients, qui est le catalogue. Et ils nous disaient sur les médias sociaux, quand on a commencé à le diffuser, pour eux, c'est leur cata. C'est marrant, eux, ils ne se sont pas dit c'est digital, c'est pas digital, c'est papier, c'est pas papier. Pour eux, c'est leur cata où ils retrouvent leur promo et oui, ils l'attendaient. Et c'était important d'avoir vraiment ce mix, donc ce mix de care, ce mix de mise en avant des collaborateurs, des gestes barrières, mais aussi la promo qui assez vite, nos clients, ils avaient envie de se dire, ok, mais Yann, tu l'as évoqué, des craintes autour de est-ce que les prix vont augmenter. Donc du coup, un sujet, nous d'être assez rapidement rassurant sur ce point en disant, non, attendez, les catalogues et les promos chez Carrefour, elles continuent et il va continuer à y en avoir pendant le Covid et comme il y en aura après le Covid et Carrefour ne va pas changer son ADN autour de la promo. C'est clair, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on a parfois tendance à oublier des supports un peu plus traditionnels, mais le fait de les digitaliser, ça répond à une réelle attente en définitive des consommateurs, donc c'est structurant. Qu'est-ce qui a changé entre la période où on était confiné et aujourd'hui? On est en train de se déconfiner de manière progressive. Depuis dimanche, ça s'accélère un petit peu. Est-ce que vous avez du coup modifié les modalités, les contenus, le ton, qu'est-ce que vous avez modifié par rapport à votre démarche marketing relationnel? Alors, de façon évidente, la télé est revenue. On a recommuniqué en télé. Les catalogues papier sont revenus. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de constater que sur cette digitalisation du catalogue, ça nous a donné l'envie de continuer. C'est-à-dire que on va continuer à permettre à nos clients qui le souhaitent. L'idée, c'est pas d'arrêter le catalogue papier, c'est pas de dire que le catalogue on n'y croit plus, c'est de se dire on a touché chaque semaine 70 000 personnes qui ont téléchargé notre catalogue papier, on va pérenniser le dispositif jusqu'à la fin de l'année. C'était intéressant de le constater. C'était aussi intéressant de constater que au sein de l'entreprise, ça a aussi aidé à prendre conscience de l'importance du client et de l'importance aussi des réseaux sociaux pour communiquer avec lui. On était vraiment sur un truc, ok, bon, les réseaux sociaux. Maintenant, ce qui a changé, c'est que, j'ai pu le voir moi dans mon activité, c'est qu'aujourd'hui, toute nouvelle prise de parole en télé, en digital, où vous voulez, la télé, ok, elle est évidente, c'est un média puissant sur lequel je ne vais pas revenir, mais le pendant réseaux sociaux, le fait d'être prêt, le fait d'avoir une annonce qui commence sur les réseaux sociaux, qui commence sur Twitter en veille de publication, c'est devenu un élément complètement normal. Ce qui a aussi beaucoup changé, c'est
le fait de se dire que le digital, on a eu finalement une progression, on a une progression fulgurante en quelques semaines qui se dément pas, avec un sujet finalement qui va être de fidéliser les clients et qui est en cours, et puis un sujet de continuer à générer du trafic dans nos hypermarchés, avec probablement aussi, on va le voir, même si on n'est pas encore forcément dans le dur, mais un sujet de comment est-ce que je dépense mieux, avec des sujets d'aller optimiser nos coûts, avec des éléments aussi digitaux, de résultats, de retour sur investissement du digital et des réseaux sociaux qui vont être extrêmement nets et extrêmement forts. Et dans l'écoute sociale, même si on est sorti d'une temporalité à la semaine, mais en revanche, ces éléments autour qui remontent, je pense que Nicolas va en parler, mais autour du manger local, nous on l'a vu de façon très nette, avec d'un côté le manger local, de je veux des produits, de saison, et puis d'un côté, mais est-ce que vous n'avez pas augmenté les prix? En fait, dans les premières semaines du Covid, on n'a pas augmenté les prix, c'est juste que les producteurs français ont des coûts sur lesquels on ne va pas revenir, de production qui sont peut-être plus élevés que les producteurs marocains ou espagnols. Donc peut-être que oui, le coût des asperges ou des fraises ou des fruits s'est retrouvé renchéri pendant quelques semaines, et on sent que il y a une difficulté chez nos clients qui va être un point adressé, enfin qu'on adresse et qu'on va devoir continuer à adresser, c'est-à-dire que dans un sujet de pouvoir d'achat contraint, on veut quand même manger local. Comment est-ce qu'on arrive à le proposer? Comment est-ce qu'on arrive à le proposer en bonne intelligence pour Carrefour et pour nos clients? Yann, on ne t'entend plus. Oui, excuse-moi. Pas de souci. Je vois que le temps passe. Une dernière question, Thomas, avant les questions que je poserai à la fin. Hein. Évidemment, je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à arriver de la part du public. Quels enseignements vous en tirez? Enfin, qu'est-ce que, suite à cette période complètement inédite, aux différents tests que vous avez opérés, c'est quoi les principaux enseignements que vous en tirez chez Carrefour? Alors, les enseignements, je pense que vraiment, enfin, je trouve que autour de la raison d'être, c'est extrêmement structurant. C'est-à-dire on était peut-être beaucoup à se dire, oui, bon, est-ce que les entreprises doivent avoir une raison d'être? Est-ce que c'est un sujet de communication? Est-ce que c'est un sujet de com institutionnel? Est-ce que c'est un sujet de com financière? J'en sais rien, que sais-je. Mais là, c'est vrai que ça devient extrêmement concret quand, dans une entreprise, tout le monde est mobilisé avec un objectif commun qui est simple, qui est net, qui est précis, avec un élément de… on a des projets dans le domaine, alors en l'occurrence dans mon cas, je les ai plutôt vus dans le domaine du digital, mais je sais qu'il y en a plein d'autres, où qu'aurait pris peut-être plusieurs mois, plusieurs années, qui ont avancé en quelques jours. Donc, moi, je trouve que ça a été un extrêmement fort, c'est que cette question de la raison d'être, quand finalement elle est définie clairement, quand finalement elle ressort clairement, ça prend peut-être parfois pour certaines entreprises plus de temps à la trouver, plus de temps à la chercher, plus de temps à la définir. Mais moi, j'ai vraiment la conviction qu'une fois qu'on est très clair sur celle-ci, qu'elle s'impose naturellement comme on a eu la chance, ou quand on a mis un peu de jus de cerveau pour la trouver, et les écoutes sociales, je suis convaincu, peuvent y aider, elle s'impose à vous. Et en termes de team building, en termes de collectif d'entreprise, en termes de perception client, je pense que c'est un élément extrêmement fort, et que les collaborateurs sont beaucoup plus mobilisés, vont plus vite, travaillent ensemble, on n'a pas toujours envie de travailler ensemble, faut le dire, parfois c'est compliqué, parfois c'est long, parfois il y a des querelles de clochers dans les entreprises. Nous, ça nous a permis vraiment d'accélérer, et d'accélérer aussi avec un sujet… pas d'opposition, le digital c'est bien, c'est mal. Le digital, ça fait partie du mix, nos clients nous le demandent, nos clients vont continuer à nous le demander, donc on n'oppose pas les canaux, on n'oppose pas les formats, on répond à nos clients où ils veulent, quand ils veulent. Ils veulent un cata papier, tant mieux, ils veulent un cata digital, tant mieux. Le sujet, c'est qu'ils s'y rendent chez nous et qu'ils soient heureux de s'y rendre chez nous, qu'ils aient leurs produits, ou qu'on leur livre les bons produits. Voilà pour ce que je pourrais dire comme enseignement. Ça nous a permis, et pour résumer, ça nous a permis d'accélérer, et d'accélérer positivement, pas d'accélérer dans une pression que les collaborateurs subissent. Ça nous a permis d'accélérer positivement avec je suis heureux de collaborer, j'ai envie de collaborer, je collabore parce que je sais à quoi sert mon travail, je vois les résultats, et puis je vois des résultats je vois des petits pas très court terme, et c'est extrêmement positif, extrêmement bienveillant.
Super, super intéressant. Merci beaucoup Thomas, on te retrouvera tout à l'heure. Merci Yann. Alors, effectivement, vous avez un petit sondage qui va apparaître. Je vous laisse répondre. Et puis ensuite, on va donner la parole à Nicolas, Nicolas André. Donc voilà le petit sondage. Je ne suis pas autorisé à voter. OK. On va laisser maintenant, on va laisser la parole à Nicolas. Donc, Nicolas, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que tu fais chez Epsilon, Nicolas, en une minute? Je vais essayer de le faire en moins d'une minute. On travaille clairement dans une optique de planning stratégique qui désormais essaye de se baser le plus possible sur des données, notamment des données qui sont tirées de ce que pensent le plus possible nos consommateurs. Donc on est sur de l'insight, mais basé sur des points de data qu'on va aller récupérer et collecter. Pas mal de choses citées par Thomas, outils sociaux, écoute, etc. On le fait aussi. Et l'idée étant le plus possible de mettre le client au cœur de l'entreprise. Voilà. OK. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement quels sont les impacts majeurs sur nos métiers, sur le marketing, sur la communication que tu as identifié pendant cette crise absolument exceptionnelle? Alors, c'est super cohérent avec tout ce que vient de citer Thomas, en fait. Pour qu'on puisse en tirer des enseignements un peu clés, finalement, il y a 3 impacts majeurs. Il y a un premier impact qui est très clairement global. On est en train d'interroger, nous, en ce moment, pas mal de consommateurs avec des questionnaires inédits. On s'aperçoit, et c'est normal, que le Covid, c'est d'abord et avant tout pour eux une crise relationnelle, puisque ça a totalement bouleversé la manière dont ils envisagent la relation. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même confiné plus de 2 milliards d'habitants, et donc ça a eu un impact direct sur ce principe de relation. Et ça a aussi un impact très fort sur le logiciel marketing de toutes les entreprises, et Carrefour l'a bien montré. Le premier impact, il est sur la transaction. On le sait, on le voit, on a définitivement un passage à une explosion du e-commerce et de plus en plus, de manière irréversible, effectivement, la montée de tous les canaux qui vont de plus en plus digitaliser la relation, mais pas que, parce qu'on a vu qu'il y avait la question aussi derrière qui se posait du retour en magasin. Le deuxième point qui est important au-delà du transactionnel, c'est la logique relationnelle entre la marque et le consommateur. Et là, on constate que le consommateur, ça a été parfaitement résumé par Thomas à l'instant, veut désormais, contrairement à ce qu'on peut penser, une relation de plus en plus proche avec la marque, à condition que cette marque soit capable de véritablement baser cette relation sur l'utilité absolue et sur cette fameuse raison d'être. Donc là, on est complètement cohérent. Et puis le troisième point qu'on voit ressortir sur cette crise, finalement, il y a deux impacts émotionnels forts du côté du consommateur. Quel que soit son âge, on a le sentiment qu'il y a un retour à l'essentiel, qu'on se recentre. Et d'une certaine manière, le Covid permet aux consommateurs de ressortir plus fort, mais de l'autre côté, sur un axe émotionnel plus négatif, on voit monter des craintes, des stress, et donc du coup, une attente du consommateur d'une posture d'empathie de la part des marques et la capacité des marques, on va y revenir plus tard, à véritablement pouvoir à un moment donné être dans une logique de réassurance. Pas simplement sur une crise qui est perçue comme étant purement sanitaire, mais aussi comme une crise qui de plus en plus, on le voit, est perçue comme étant véritablement financière et économique. C'est ce que disait Thomas sur la tension entre le prix notamment. Et là, c'est les trois gros impacts structurels que l'on voit. D'accord. Et alors, du coup, comment pour toi répondre efficacement à ces impacts? Qu'est-ce que les annonceurs, qu'est-ce que les marques doivent faire à partir de ces insights? Premier point, travaillez votre utilité. C'est-à-dire en quoi aujourd'hui vous pouvez véritablement être utile pour vos consommateurs. Carrefour, c'est une super démonstration. Donc l'utilité va être au cœur du nouveau contrat relationnel entre la marque et les consommateurs. Deuxième point, travailler la simplicité. Tout ce que l'on dit sur les réseaux sociaux, là où véritablement aujourd'hui ça prend de la valeur, c'est qu'il faut le plus possible que la relation entre le consommateur et la marque soit la plus fluide et la plus simple possible. Et c'est vrai que les canaux dont Thomas a parlé permettent cette espèce d'immédiateté et de simplicité. Troisième point qui est essentiel, il ne faut pas non plus oublier qu'il va falloir communiquer à nouveau sur des fondamentaux. Et au niveau des messages, on va faire du serviciel et aborder les questions de prix qui ont été citées. Il va falloir être très concret et apporter des réponses très tangibles.
et ne pas succomber à ce qu'on a pu voir pas mal, et c'est de plus en plus critiqué dans les écoutes sociales et dans tout ce qu'on remonte en termes d'insight, une espèce de trop grande posture empathique des marques qui serait totalement décorrélée de leur raison d'être et qui au contraire aura un effet inverse puisqu'on aurait le sentiment du côté des consommateurs qu'on récupère. Donc là, il y a une logique d'authenticité. Et on voit également apparaître un quatrième point qui est vraiment important, c'est être capable de comprendre que la crise a été vécue au niveau individuel. Donc là, pour le coup, avant la crise, le consommateur se méfiait des logiques de personnalisation. Quand on lui parlait de personnalisation, il avait le sentiment que la marque était en train de le traquer pour essayer le plus possible de le bombarder de messages. Là, au contraire, il attend des marques une capacité à avoir la possibilité de répondre de manière quasi individuelle à des préoccupations très fortes. Donc, l'insight, la compréhension fine et finalement la personnalisation du message va être super importante. Et puis, dernier point qui est vraiment là, qui ressort, ils ne veulent pas forcément revenir à un bombardement massif avant Covid. Donc, il va falloir comprendre que, comme ils se sont recentrés sur eux-mêmes pendant cette crise, la fréquence des contacts qu'on va leur adresser, la fréquence des messages va devoir être peut-être minorée et être capable de bien comprendre le bon moment et la bonne fréquence pour adresser et entretenir cette relation. C'est très intéressant. En définitive, on voit bien que ce nouveau contexte eh bien, va amener et va obliger les marques à s'appuyer de plus en plus en définitive sur la data pour aller plus loin dans la connaissance et la reconnaissance des consommateurs, dans l'individualisation quelque part de l'interaction avec eux et dans le fait effectivement d'être à même d'industrialiser cette proximité relationnelle marketing qui devient aujourd'hui quelque chose d'absolument obligatoire, nécessaire. Ouais, Est-ce qu'il y a des erreurs éventuellement à ne pas commettre ou à éviter Alors, erreur là tout de suite massive, essayer de tout de suite utiliser cette relation qui, encore une fois, le Covid pour moi peut renforcer la relation entre les marques et les consommateurs. Carrefour, c'est un super exemple. Carrefour, pour moi, sort ultra grandi et on voit à quel point c'est une marque qui devient essentielle. Et c'est au même titre qu'on a eu des professions de la première ligne, pour moi, on a eu des marques de la première ligne pendant cette crise et Carrefour en fait partie. Et le piège, c'est du coup de casser cette nouvelle dynamique entre marques et consommateurs par un espèce de recours immédiat à une vieille recette promotionnelle à l'extrême. Je ne vais pas citer le distributeur et la marque, mais hier, par exemple, dans la région parisienne, un réseau de distribution qui n'est pas Carrefour a diffusé des PlayStation 4 à 99 €. Ça a été une émeute. La police est venue et ça nous a rappelé les vieilles heures du Nutella. Donc, éviter le plus possible de tout à coup casser cette nouvelle dynamique en repartant sur des vieilles recettes promotionnelles. 2, réfléchir, Thomas l'a dit, et je le rejoins à 1000%, quelle est votre utilité ? À un moment donné, cette utilité maximale peut et créera du business. Plus que jamais, encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans une espèce de pure empathie déconnectée de sa raison d'être et de son objectif de business, mais vraiment travailler sur son utilité et travailler les messages sur cette utilité-là. Bien penser à réinvestir les canaux que Thomas a cités. Et puis, même si Thomas l'a dit, ils sont passés d'une logique quotidienne au début de la crise à semaine après semaine, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Moi, je sais que lundi soir, entre le moment où on a des annonces en France, où on a le sentiment que la crise est finie, et le lendemain où la Chine envoie un message d'alerte sur Pékin, ça peut aller très très vite. Donc, il faut que les marques restent totalement en écoute et que l'insight soit tout le temps en permanence présent dans la construction de ce fil et de cette relation entre la marque et le consommateur. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Je pense qu'on va voir les réponses à notre sondage. Donc, diriez-vous que la stratégie relationnelle est pour vous une priorité pour éviter la crise post-Covid annoncée? Secondaire, trop compliqué. Bon, on voit bien que vous êtes tous plutôt intéressés effectivement par les modalités au travers de laquelle le marketing relationnel peut accompagner les marques dans le fait justement de chouchouter quelque part un peu les clients et les consommateurs, de les mettre dans une relation forte de proximité, individualisée, avec énormément d'interactions, mais qui doivent avoir du sens, hein, ce que nous a dit effectivement, ce que nous a dit Nicolas. Merci. Je pense qu'il y a un autre petit sondage qui va bientôt arriver. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Voilà, en attendant, je fais un petit peu de publicité, puisque au-delà des différentes offres, hein, Epsilon, nous avons produit 6 offres spécifiques pour vous aider, vous, annonceurs
eh bien, à mieux adresser la crise en exploitant de manière judicieuse la data, et notamment, comme on vient de le voir, comment exploiter la data pour aller plus loin dans la connaissance effectivement des attentes et des craintes des consommateurs, comment utiliser la data pour revoir quelque part son plan et sa démarche relationnelle en utilisant les bons canaux avec les bons messages et les bons contenus, et puis aussi comment utiliser la data pour revoir son plan de contact, le rythme, la fréquence. Et on l'a vu avec ce que vient de dire Nicolas, c'est quelque chose qui est structurant parce que le monde a changé, les consommateurs ont changé, il y a des attentes qui sont différentes, il y a du coup des leviers qu'il faut désormais exploiter de manière judicieuse. Donc ça, c'est sur les offres. Ensuite, vous avez effectivement des formations qui sont voilà, merci, des formations qui sont données par Epsilon, auxquelles vous pouvez toujours vous inscrire. Donc là, les 2 prochaines dates. Et puis, je rappelle que, effectivement, par rapport aux différentes offres que je viens de décrire, vous avez la semaine prochaine un autre webinaire structurant sur la data autonomie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se rend bien compte que ça devient de plus en plus structurant pour les marques d'avoir une autonomie en termes de data, d'être propriétaire de leurs données, de pouvoir les exploiter. Tout ça, c'est des éléments qui vont être structurants, a fortiori dans la période que l'on va être amené à vivre dans les mois et les années qui viennent. Voilà, on va maintenant regarder les questions qui ont été posées par le public. Ah, pardon, le petit sondage. Donc, quels sont les freins, selon vous, qui vous empêchent de bâtir votre stratégie relationnelle? Et là, on voit effectivement un manque de connaissances clients, une attente et une méconnaissance de leurs nouvelles attentes. Donc, on voit très bien ici, effectivement, l'importance de la data, le fait d'être à même de pouvoir mettre en place des dispositifs d'écoute et qui vont aller rechercher aussi bien sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi éventuellement sur la manière avec laquelle les consommateurs naviguent sur votre site. Ça peut être aussi les verbatims qu'ils vous font parvenir au travers de forums, au travers de mails, au travers de différents messages. Toutes ces datas-là, c'est important de pouvoir les collecter, de pouvoir les travailler, les analyser et en faire ressortir des insights qui vont vous permettre d'identifier effectivement ces attentes et ces craintes. Alors, au niveau des questions, je vois qu'il nous reste quelques minutes. Décidément, ça passe vraiment très, très vite. Alors, une question pour Thomas. Est-ce qu'aujourd'hui encore, les clients rechignent à aller en hyper? Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Non, l'hypermarché retrouve des couleurs depuis quelques jours, une petite dizaine de jours. Néanmoins, c'est pas non plus, c'est pas non plus complètement rose. Non, en revanche, le online, là aussi, a un tout petit peu baissé, mais reste extrêmement fort. Donc, le mouvement de transfo digital, il reste quand même très fort. Donc, non, pour vous dire, les gens sont retournés un petit peu en hypermarché. Notamment, on l'a vu autour du déconfinement parce qu'on avait vous savez, la crainte des 1 km. Est-ce que pour aller faire mes courses, les hypermarchés étant généralement à un peu plus d'1 km, donc il y avait cette question qui était pour les gens litigieuses, donc ce qui a permis un regain de l'hypermarché au déconfinement. Merci. Est-ce que vous vous préparez éventuellement en cas de… Imaginons qu'on ait une seconde vague, septembre, octobre. Est-ce que vous préparez quelle stratégie vous déployez C'est ce que moi, c'est marrant parce que plus que la stratégie qu'on déploie, je pense que ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est ce que cette crise nous a appris, c'est et de la faire réellement, c'est l'agilité. Donc je pense que on a énormément gagné en agilité de par la raison d'être, le fait qu'on se mette tous à bosser ensemble. Donc plus que de faire, évidemment, on y réfléchit. C'est ce que disait Nicolas, effectivement, ce point sur la seconde vague qui arrive en Chine, le fait qu'on puisse découvrir un vaccin
vaccin, pas un vaccin, les écoles qui réouvrent tout d'un coup en une semaine. C'est plus ça, c'est que ça nous a vraiment, je pense, fait progresser énormément en agilité, c'est-à-dire que maintenant, on panique pas, on se mobilise tous, on s'adapte à la situation qui peut changer très positivement très vite comme négativement très vite. Il y a vraiment un rapport à l'incertitude et je pense que si ça nous a vraiment aidé sur cette chose, c'est de se préparer à l'incertitude et de pas nous retrouver à paniquer. Bon, c'est pas comme avant, c'est compliqué, c'est pas rose. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire rapidement et vite de façon pragmatique par rapport à nos objectifs. D'accord. Une question d'un autre spectateur anonyme. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la consommation de certains produits? Oh, oui, je vais pas revenir dessus. Oui, on l'a beaucoup vu. Qu'est-ce qu'on a pu dire? Je pense que, ce consommateur-là avait peut-être lui fait des stocks, mais sur le papier toilette, sur le riz, sur pas mal de choses. Non, non, là où ça a été plus compliqué en dehors de ces éléments que tout le monde connaît, ça reste compliqué sur les fruits et légumes et ça pose des questions RSE, c'est-à-dire que le vrac pour les fruits et légumes, les clients ont moins envie d'en faire. Les clients ont moins envie de faire aussi de ce qu'on appelle du traditionnel, donc la viande, la boucherie, la boulangerie, la poissonnerie, à privilégier notamment du surgelé. Donc des cas vraiment aussi compliqués par rapport à notre activité, compliqués par rapport aux éleveurs et aux producteurs français, parce que je peux le comprendre d'un point de vue santé, mais derrière, il y a toute une filière qui est déjà en difficulté, qu'il faut essayer de soutenir. Et puis, il y a aussi des sujets RSE de réduction du plastique. Et du coup, on se retrouve avec là, je veux des sacs en plastique, quoi. Je veux de l'emballer, je veux du sous-film. Donc, ça pose des questions bien nettes et bien réelles. Et de façon plus positive, c'était des axes, nous, qu'on préemptait depuis des années, mais qui étaient refaites la cuisine, achetez des produits bruts et cuisinez vous-même. Et on a eu un engouement inédit là-dessus, de la même façon autour du jardin, autour de sa maison, autour de soi. Les enseignes de déco, je sais que ça a été renforcé également sur ces mêmes raisons. Nicolas, tu voulais éventuellement compléter? Ouais, alors on a lancé une grande étude sur la génération Z et la manière dont elle réagit à cette crise. Et très clairement, ce que vient de dire Thomas, on le voit. C'est une génération qui là est en train de dire, elle a découvert en réalité, ils sont de mémoire, je crois, 91% sur plusieurs centaines de répondants à dire que durant cette crise, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire plein de choses par eux-mêmes. Ce qu'ils citent dans le do-it-yourself, c'est la cuisine. C'est une génération qui s'est aperçue qu'elle pouvait cuisiner. Et effectivement, comme le dit Thomas, elle se pose la question de consommer plus local. Mais tout ce que tu as dit, Thomas, sur le vrac, ça semble plus du tout une de leurs priorités. Donc effectivement, il y a ce point-là. Mais ce qui est intéressant, et ça reboucle sur ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, c'est que là, moi, j'ai quand même le sentiment qu'on va avoir une tension entre, d'un côté, une crise qui fait un retour sur soi et sur de l'essentialisme, et on veut consommer mieux, on veut consommer moins avec des produits de meilleure qualité, mais en même temps une peur de la crise financière, et cette question du prix qui va être une vraie tension. Et là, ce qu'on voit dans ce qu'on remonte comme insight, c'est que pour le coup, les marques sont très attendues. Et c'est vrai que ce que tu disais, Thomas, sur les communications que vous avez pu faire autour de ces sujets-là, il y aura aussi un peu de pédagogie à faire parce qu'on sent les consommateurs complètement paumés. Entre d'un côté, je pense que je vais pouvoir mieux consommer, mais je me demande si je vais avoir le pouvoir d'achat et qu'est-ce que je peux faire. Et les marques, à mon avis, ont un rôle à jouer. Merci, Nicolas. Alors, une dernière question pour Thomas. Comment capitaliser sur un transfert du offline vers le online de la clientèle et garder cette nouvelle mixité entre réseau offline et online? C'est vrai que là, ce que tu nous as expliqué, notamment avec l'exploitation des catalogues digitaux sur les réseaux sociaux, c'était super intéressant. Comment essayer de capitaliser là-dessus? Est-ce que vous allez garder des choses? Alors, on est vraiment, pour le coup, c'est marrant, ça rejoint la raison d'être d'Epsilon, c'est la data, la connaissance client. Nous, on a un sujet sur le digital, sur cette digitalisation du catalogue et ces autres assets, c'est de mesurer l'impact sur les ventes, se poser des questions. Alors aussi, là c'est encore un peu différent, mais un peu RSE, c'est de se dire, parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit, c'est génial,
final, ton kata digital, c'est bien pour la planète parce que tu coupes pas des arbres. Et je disais, il y a plein d'études qui ont été faites sur le fait que, par exemple, un email, c'était chronovore, c'était c'était énergivore et que c'était pas forcément complètement green, même s'il n'y avait pas de papier. Donc, on a pas mal de modèles à réévaluer en termes d'impact environnemental et puis en termes de mesures. Et puis aussi, j'imagine que là aussi, c'est quelque chose qui est votre quotidien, mais de faire cette pédagogie de la data, c'est-à-dire que ce marketing relationnel qui passe par les réseaux sociaux, puis il y en a un que j'ai pas évoqué, je m'en excuse, mais qui est aussi important pour Carrefour, qui est l'email, l'email, le SMS, ces canaux aussi qu'on a énormément utilisés pendant la crise. C'est de se dire, alors ceux-là, généralement, on est plus clair sur l'impact, mais d'autres un peu autour des réseaux sociaux, c'est l'impact sur les ventes de façon extrêmement concrète. Qu'est-ce que ça a comme impact? Comment est-ce que je stimule les ventes en magasin? Comment est-ce que je les accompagne? Comment est-ce que je les bouge? Et comment aussi j'accepte d'avoir une vision client omnicanal, c'est-à-dire que dans le cas de la distribution, mais c'est sûrement le cas d'autres activités, parfois j'ai besoin de commander mes packs d'eau, le lait pour bébé, les couches pour enfants et le drive ou la livraison, c'est parfait, ou la foire au vin en ce moment. À l'inverse, j'ai envie d'aller acheter une bonne côte de bœuf et j'ai peut-être envie de me rendre en magasin pour discuter avec le boucher de Carrefour. Et je n'oppose pas les deux, c'est-à-dire que j'ai des moments de vie différents, ou bien j'ai la supérette Carrefour City en bas de chez moi pour aller acheter une bouteille de rosé parce que j'avais oublié de le préparer pour l'apéro. Donc je pense qu'on est vraiment sur, là aussi, essayer d'accepter que le client, il est pluriel, il n'est pas offline ou online, il a des moments de vie sur lesquels le online a sa place, des moments de vie dans lesquels le magasin a sa place. Et je pense qu'on est vraiment sur un sujet de complémentarité. Ok, merci encore Thomas. J'ai une dernière question, mais là, il faudrait répondre de manière assez rapide parce que je vois vraiment le temps qui passe. Et l'idée, c'est de vous laisser, de vous libérer tous pour maximum 11 heures. Comment personnaliser encore plus le catalogue print distribué en boîte aux lettres pour renforcer la relation de la marque avec son client? Est-ce que c'est des choses que sur lesquelles vous êtes en train de réfléchir chez Carrefour ou pas? Alors, je suis moins sur ces questions-là. J'avoue que je suis plus sur la digitalisation. J'ai pas envie de répondre de bêtises. Non, ce que je peux vous dire, quand même sur la digitalisation, mais du coup le offline aura un impact. C'est la bonne promo à la bonne personne. Donc alors c'est compliqué ce hyper personnalisation et à la fois communication de masse comme on l'a pour un catalogue. Mais peut-être que le digital peut être un des éléments d'y parvenir. Non, un des éléments quand même extrêmement importants que moi je découvre parce que sur la digitalisation de la catalogue, je suis en plein dedans, c'est le papier reste un élément de masse ultra puissant qui est pour le coup mesuré avec tout un tas de data et dont l'impact est clair, net, précis depuis des années. Donc il reste un média ultra puissant et c'est peut-être l'élément que moi j'ai compris, c'est il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il s'agit vraiment de mixer, de panacher, d'accepter que certains clients peut-être urbains, cœur de ville, veulent pas de catalogue, c'est pas leur truc, ils aiment pas ça, et que d'autres les aiment plus, ou que peut-être aussi on peut avoir des moments de vie dans lesquels une communication papier est adaptée, d'autres moins. Enfin, tout dépend du produit, tout dépend du moment de vie. Ouais, c'est clair. On peut d'autant bien en parler qu'on a participé avec 2 retailers, alors pas Carrefour, mais à des tests effectivement de suppression du catalogue papier. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt. C'est encore un petit peu tôt. Ça reste un élément et un support très structurant pour le retail pour certains retailers, pas forcément tous. Et même si le digital prend de plus en plus d'importance, néanmoins, on est encore obligé de passer effectivement par des supports de ce type qui peuvent être de plus en plus personnalisés. On a réalisé des tests également pour un retailer, personnalisé en fonction des zones de chalandise ou en utilisant le géomarketing pour personnaliser les catalogues. C'est des choses qui sont tout à fait faisables également. Voilà, on arrive au terme de notre webinaire. Ça passe décidément très, très vite. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Vous allez recevoir un petit questionnaire, je pense, de satisfaction. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour vos questions.
On est à votre disposition si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez éventuellement aller un petit peu plus loin avec nous pour éventuellement connaître les différentes offres que nous avons lancées pour vous aider et vous accompagner pendant cette période très tendue. Et puis, encore une fois, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous inscrire pour le webinaire de la semaine prochaine qui sera animé par Sylvain Bélier. Voilà, merci à tous et très bonne journée. Un grand merci à Thomas et à Nicolas. Merci. Merci à tous. Ciao. Bonne journée. Bonne journée.